Bienvenue en Russie. Nous sommes en 1917. La révolution d'octobre bouleverse la vie des citoyens et l'art connaît aussi de nombreuses agitations. Une question est sur toutes les lèvres. Quelle forme doit prendre l'art sous ce nouveau régime? Les avant-gardes russes se battent pour incarner la nouvelle image du communisme, mais c'est une autre forme d'art très consensuelle qui s'impose. Le réalisme socialiste. Une idée claire, lisible, une loyauté montrée au parti et un message communautaire. C'est ça le réalisme socialiste. 1928, un homme à l'ambition démesurée prend le pouvoir, Joseph Staline. Il se sert du réalisme socialiste pour en faire un outil de propagande. Staline, une fois qu'il aura éliminé ses opposants et qu'en 1929 concentre tous les pouvoirs entre ses mains et que le régime se fait totalitaire, eh bien, va vouloir réorganiser la production artistique et surtout la contrôler. Donc en 1932, il dissout les groupes artistiques au profit d'une union professionnelle à venir. Et en 1934, son sbire Jdanov décrète le mot d'ordre du réalisme socialiste. Cette notion, tirée de la littérature, est encore floue pour les artistes. Une chose est claire, l'art est réglementé par le parti. Les peintres tâtonnent pour ne pas se mettre le régime à dos. Ce réalisme socialiste en cours de formation, il va avoir pour caractéristique de se concentrer sur la figuration d'un monde utopique, idéal. Donc c'est un réalisme foncièrement mensonger en quelque sorte, puisque c'est celui d'une société à venir, l'idée étant de fournir à la population soviétique des modèles de ce qu'ils sont poussés à devenir dans le futur. Parmi ces modèles, les chefs du parti et l'ouvrier sont au cœur des créations. Grands, forts, musclés, un esprit sain dans un corps sain, c'est le mot d'ordre de la Russie stalinienne. Le sport est une valeur cardinale pour le régime soviétique. Le sport charrie avec lui l'idée d'un corps complètement discipliné, aux ordres d'un corps volontaire. Tout cela correspond bien sûr à l'idéologie ambiante du totalitarisme. Ce tableau peint par Alexander Deineka représente la pause déjeuner de ces travailleurs, un pur produit de la propagande stalinienne par l'art. Qui ne voudrait pas être un de ces ouvriers, heureux et enthousiastes, fiers d'œuvrer pour la patrie? Mais elle dénote aussi l'aspect mensonger, bien sûr, de cette peinture à laquelle les artistes sont assujettis, puisqu'elle met en scène un univers évidemment idéal dans lequel ces mineurs, très sains et très enthousiastes, ont le temps de telle pause déjeuner. Ça fait sourire lorsqu'on sait bien entendu que, à l'époque, l'ouvrier soviétique vivait dans des conditions extrêmement difficiles et qu'il n'était évidemment pas question d'assister de telles scènes dans la vie réelle. Ciao les opposants au réalisme socialiste, on traque les ennemis et les saboteurs. Staline et ses sbires mettent en place une chasse aux sorcières et s'en prennent à tous ceux qui ne respectent pas cette esthétique de propagande. Il y a des gens qui vont s'exiler, revenir, c'est le cas de Gorky. Il y en a d'autres, comme Shostakovich, le musicien, qui vont être obligés de faire leur autocritique publique. On parlera d'humiliation, mais pour dire qu'ils étaient sur la mauvaise voie et donc qu'ils vont revenir sur la bonne voie. Et puis il y en a d'autres qui vont partir soit au goulag, ça sera le cas de Chalamov par exemple, l'écrivain, et d'autres qui seront arrêtés et exécutés, comme le peintre Glussich, par exemple, à la fin des années 30. Sous l'emprise de Staline, et jusqu'à sa mort en 1953, l'art au pays des soviets se résume à ces images kitsch fantasmées qui cachent en réalité une purge sanglante sans précédent.